Bienvenue sur ce live consacré à la Yaris Cross. Nous sommes aujourd'hui au domaine de Grand Maison à Villepreux. Je suis Géraldine. À mes côtés, Didier Rick. Bonjour Didier. Bonjour Géraldine. Alors comme vous pouvez le voir, une petite perche de fortune pour pouvoir se passer le micro entre nous pour respecter évidemment les conditions sanitaires. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'approche de cette Yaris Cross qui est à présent exposée et que Didier, on fasse un peu connaissance avec cette voiture. Alors allons-y. Alors pour faire simple, vous connaissez déjà la Toyota Yaris, la citadine qui a été élue voiture de l'année. La citadine, quand elle passe en mode SUV, ça donne une Yaris Cross, un peu comme une Renault Clio et un Renault Captur. Donc un SUV urbain. C'est un modèle qui sera commercialisé en France à partir du mois de septembre. On a déjà la fourchette de prix, c'est entre 25 000 et 34 000 euros. Là, on a sous les yeux la version la plus haut de gamme, la finition première, avec une particularité, c'est que c'est la version à 4 roues motrices. C'est quelque chose qui est assez rare sur le segment des SUV urbains. On reconnaît d'ailleurs cette version à 4 roues motrices avec ce sabot de protection sous le bouclier. On a quasiment la même chose à l'arrière, on va aller vous le montrer. Alors ce qui est important, c'est que cette Toyota Yaris Cross, elle est fabriquée en France, comme la Toyota Yaris, dans l'usine d'Onin près de Valenciennes, donc modèle Made in France. Une unique motorisation hybride non rechargeable, d'une puissance de 116 chevaux. On va aller faire le tour. C'est la même plateforme technique que la Toyota Yaris, donc la plateforme TNGA. Elle a le même empattement que la Toyota Yaris. En termes de garde au sol, elle est 3 cm plus haute. Et puis à l'arrière, elle a gagné 18 cm pour pouvoir favoriser le volume de coffre, parce que c'est un véhicule qui est un peu plus familial qu'une Yaris. On est en live, Didier. Alors, on va juste répondre aux premières questions, notamment de Jean-Michel qui nous demande quelle est la garde au sol de ce véhicule. Alors la garde au sol, c'est 3 cm de plus qu'une Toyota Yaris. Plutôt que des chiffres, en fait, il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit un véhicule de franchissement. Même si on est ici sur une version à 4 roues motrices, à l'arrière, c'est un petit moteur électrique qui vient en renfort. C'est pas un baroudeur, c'est pas un RAV4. Même si, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait 4,18 m de long. Il a exactement la même taille que le premier RAV4. Celui de 94 quand il était en version à 5 portes. Donc petit clin d'œil de Toyota, c'est un peu l'héritier du RAV4, mais pas du tout une philosophie de baroudeur. C'est plutôt un véhicule urbain, hybride, pour économiser du carburant. Et même en 4 roues motrices, n'allez pas penser vous aventurer dans des bourbiers ou des endroits infranchissables en fait. D'ailleurs, on vous dit tout à l'heure, c'est marqué ici en fait que c'est la version 4 roues motrices all-wheel drive hybride. Est-ce qu'il y a un surcoût énorme pour avoir cette version 4 roues motrices, ça disait? Il n'y a pas de surcoût. Ce qu'on sait, c'est que c'est une finition dont les commandes sont déjà ouvertes et qui sera disponible pendant 1 an. Et c'est autour de 34 000 euros pour avoir une version à 4 roues motrices. On peut, si vous le souhaitez, détailler l'intérieur peut-être. Eh bien, allons-y. Ce que je veux dire, c'est juste m'installer pour pouvoir mettre le contact. Comme ça, on verra sans doute. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, on a un écran qui est partiellement numérique, c'est-à-dire qu'en fait entre là et là on a une dalle de 7 pouces et de part et d'autre on a encore des compteurs à aiguilles pour justement la jauge d'énergie, la jauge de carburant, la température d'eau. Donc c'est une conception en fait en partie à l'économie pour avoir du digital et garder des compteurs à aiguilles qui permettent de maîtriser les coûts. Au centre de la console, on a un écran tactile de 9 pouces avec différents menus. On a ici les différents menus. Alors il n'y a pas de GPS, il faut utiliser le MirrorLink depuis votre smartphone. En dessous, on a un rangement pour pouvoir loger un smartphone, une commande de clim classique avec des boutons, une prise USB ici en façade. En dessous, un rangement pour recharger un smartphone par induction. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est une unique motorisation hybride, donc ça explique d'avoir une boîte de vitesse automatique. Donc on peut noter une conception un petit peu à l'ancienne avec un levier comme il se faisait autrefois. Maintenant on a plutôt des joysticks ou des choses un peu plus petites pour gagner de l'espace. Là on a aussi une conception à l'économie, donc une commande très classique. On voit aussi ici la fameuse commande qui permet de gérer la motricité pour les versions à 4 roues motrices.
Et puis le bouton qui permet aussi de forcer le mode électrique pour pouvoir profiter en fait de l'hybridation. Quelques rangements ici. Alors Didier, je profite, je fais une petite aparté. Alors à Jacques, cher Jacques, nous ne sommes pas en 3G, nous sommes en Wi-Fi, nous avons changé notre mode de connexion par rapport à l'autre fois, donc on s'excuse sincèrement si le réseau n'est pas bon. Encore une fois, on est en extérieur à Villepreux et on fait ce qu'on peut pour que ça capte au mieux. Il y avait une petite question à propos des plastiques, cher Didier. Est-ce que vous pouvez nous montrer la qualité des matériaux? Est-ce que c'est plutôt flatteur ou pas? Alors, au niveau des plastiques, on a des éléments moussés en fait ici sur la partie haute de la planche de bord. En revanche, la casquette, c'est du plastique dur. Tous les éléments en partie basse, c'est du plastique dur. Les contreportes, c'est uniformément du plastique dur. Là, sur les images, excusez-moi, voilà. Sur les images, on pourrait peut-être penser à avoir du tissu. Et en fait, non, c'est pas du tissu, c'est encore du plastique dur. Donc ça, c'est une petite déception. Il y a des modèles comme le Capture uniquement sur les versions haut de gamme où tout est moussé. Là, c'est un petit peu à l'économie, pareil autour de la console centrale. Mais bon, ça permet une fois de plus d'avoir des prix contenus, d'avoir des prix un peu plus serrés. Mais on aurait aimé avoir quelque chose d'un peu plus valorisant assez épuré. On a un volant au design sportif comme dans la Yaris, planche de bord très horizontale. On en profite aujourd'hui avec le ciel bleu d'avoir un grand toit ouvrant, un grand toit panoramique mais pas ouvrant, avec un vélum vers l'avant, vers l'arrière, donc ça baigne l'habitacle de lumière, ça c'est plutôt une bonne chose. L'avantage d'avoir un toit fixe, c'est qu'il peut avoir une plus grande surface que pour un toit ouvrant. Est-ce qu'on peut aller voir à la limite la modularité, les places arrière? Bien sûr, Didier, amenez-nous à l'arrière. Alors, on peut spécifier que la peinture bicolore est une option... Oui, c'est que sur les finitions haut de gamme en fait. En version de base, on a une peinture monochrome, et puis après, on peut avoir un pavillon laqué de noir avec une démarcation ici un peu... Ouais, ça c'est pas terrible quand voilà, même. On a l'impression que c'est un peu fait au scotch, ça doit être fait comme ça. C'est la même chose sur la Yaris en fait. On a des versions unicolores et puis des versions bicolores qui apportent un peu de personnalisation. Au niveau des places arrière... Première remarque, on n'a pas l'ouverture des portes d'un Nissan Qashqai qu'on a croisé hier, cher Didier. C'est quand même plus limité. C'est clair, oui. Alors ça pourra convenir à de jeunes enfants, mais pour un adulte, on est un petit peu gêné. C'est pas l'idéal pour s'extraire du véhicule. Sinon, on a plutôt une accessibilité qui est correcte. On est plutôt d'ailleurs bien installé. On a des assises creusées qui soutiennent correctement les jambes. Pareil, les dossiers sont creusés. On a un espace pour les jambes qui est très intéressant. On a également ce qu'on appelle des caves à pieds qui permettent de glisser les pieds sous les sièges avant. Là, on vous le disait tout à l'heure, l'avantage d'avoir un pavillon vitré, ça apporte de la lumière. Le revers de médaille, c'est que comme on a le vélum avec l'enrouleur ici, on perd un petit peu en garde-toit, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Ce qui est intéressant aussi, c'est le découpage de la banquette. 40-20-40 avec une partie centrale où là on a un accoudoir et des porte-gobelets. Ça c'est plutôt une disposition qu'on trouve sur les véhicules des segments supérieurs en fait. Segment C, segment D, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de bien agencer l'habitacle. En revanche, il n'y a pas de banquette coulissante, pas de dossier inclinable, mais néanmoins on est correctement installé. On peut aller, si vous souhaitez, voir le coffre. Alors désolé pour ce petit problème de connexion à nouveau, on est toujours en live et on est toujours avec un réseau Wi-Fi qui fait des siennes et j'en suis absolument désolée. Alors oui, pour la qualité du stream, voilà, c'était déjà un problème. Oui, on y travaille, on cherche, on trouve le lieu vraiment très sympathique. Ça nous permet, nous, de bien travailler, de faire plusieurs sujets à la fois. Alors c'est pour ça aussi qu'on le choisit. Mais voilà, effectivement, pour la qualité du réseau, on s'en excuse encore une fois. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Si vous avez des demandes, vous voulez voir quelque chose de précis sur le véhicule, Didier est absolument là pour répondre à toutes vos questions. Il y avait une petite question d'ailleurs, Didier, sur la garde au toit. Combien mesurez-vous? Est-ce que vous étiez plutôt à l'aise au niveau de la garde au toit dans le véhicule? Moi, je mesure à peine 1m70. Et je suis plutôt à l'aise même avec le bonnet. Donc non, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est plutôt réservé pour des enfants.
ou des adolescents. Donc non, il n'y a pas de souci, on peut voyager à 4 confortablement à bord de ce véhicule. D'ailleurs, il a une vocation plus familiale que la Yaris. On vous le disait tout à l'heure, il a le même empattement. Par contre, il a été allongé quasiment d'une vingtaine de centimètres au niveau du coffre, ce qui permet d'avoir une contenance de 300 litres, donc quasiment 400 litres en version à 2 roues motrices, et puis on perd 70 litres, donc on est à 327 litres ici avec une version à 4 roues motrices, parce que dans la version à 4 roues motrices, sous le fond du coffre, alors pas ici mais juste en dessous, on a un deuxième électromoteur qui permet d'animer le train arrière. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un double fond. Alors étonnamment sur cette version 4x4, le double fond c'est un plancher classique monobloc, mais on a sur les versions 4.2 un plancher qui est coupé en deux parties en fait. Je m'explique, on a une partie qui fait à peu près 40% ici, et l'autre partie qui fait 60%. Donc ça permet d'agencer comme on le souhaite le chargement. Je ne sais pas si parmi vous il y a des adeptes de golf. Vous regarderez en enlevant ce bac et en enlevant ça, on a deux coins ici, on le voit davantage encore de l'autre côté, de quoi mettre un sac de golf. Ça a été sans doute une des préoccupations des ingénieurs de Toyota. Il y a des adeptes. En revanche, il y a quelques détails de finition qui là encore laissent à désirer. Hein. Oui, alors il y a le fond qui n'est pas peint. On voit derrière de la colle en fait au niveau de ici et ici. Alors là, je ne sais pas si on peut être vraiment pertinent parce que les véhicules qu'on a mis à notre disposition sont des pré-séries. Donc peut-être que ça ne reflète pas exactement un véhicule qui sera commercialisé. Il y a encore des ajustages sur la chaîne d'assemblage. Les véhicules seront sans doute peaufinés. Donc ça, c'est peut-être pas un grief. En revanche, ce qui restera, c'est ce cache-bagage qui est vraiment souple. Donc c'est étonnant. Qui fait office de hamac, c'est ça? Ça fait office de hamac, on dirait un peu un pare-soleil. Regardez, je vais l'enlever comme ceci. Donc du coup, il faudrait éviter de poser des objets lourds parce que sinon ça va s'enfoncer. Donc, on peut même aussi essayer de l'enlever. C'est peut-être aussi une astuce pour permettre de le ranger directement sur le coffre si on a besoin de charger des choses sans force. Voilà. Complètement, on peut même on doit même pouvoir le glisser. Attention, test en live. On va tester en live. On va le glisser plutôt comme ça même d'ailleurs, j'imagine. Ça doit pouvoir se glisser comme ceci. Voilà. Donc voilà, l'avantage au moins c'est qu'on n'est pas encombré. On n'a pas un tendelin enrouleur ou une plage arrière rigide dont on ne sait que faire. Donc là on a cet avantage là. À la limite on va en profiter pour plier la banquette. Et donc là vous constatez qu'on a une surface de chargement qui est quasi plane sur une longueur qui atteint, on l'a mesuré, quasiment 1,75 m. Alors j'irai pas m'allonger, mais faites-moi confiance, on peut tenir dans la longueur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une modularité 40, 20, 40. Si je replie comme ceci, si vous revoyez là, ce principe qui permet notamment d'avoir ce qu'on appelle une trappe à ski en fait. L'idée c'est un peu ça. Trappe à ski avec un plastique malheureusement un peu brillant et un peu dur qui ne résistera pas aux rayures. Ben, là c'est pareil, je sais pas si ça correspond exactement à la production définitive ou si on est encore sur une pré-série. C'est pour ça que vaut mieux être prudent pour avoir un jugement définitif. Parce que c'est vrai que ça me semble rayable et peut-être pas encore... en tout cas ça ne correspond pas aux autres grains. Donc ça serait étonnant qu'on ait un grain plus lisse à cet endroit-là. Comme tu le disais en fait, où il peut y avoir des pièces, il peut y avoir quand on charge le coffre, ça pourrait le rayer. Donc ça serait pas pertinent en tout cas de conserver un plastique comme ça sur la version de série. Je vois qu'il y a une prise USB, c'est souvent une question qu'on nous pose, donc effectivement... Alors là on a une prise 12 volts. Une prise 12 volts, pardon. On a une prise 12 volts ici. Par contre, ce qu'on a constaté, et on le regrette, c'est qu'à l'arrière, on n'a pas ni d'aérateur en place arrière, ni de prise 12 volts, ni de prise USB. C'est un peu dommage. Chez des concurrents, notamment le Renault Captur, on a à cet endroit-là des aérateurs. On a également des prises USB. Donc c'est une petite déception. Bon. Toyota nous a d'ailleurs clairement avoué qu'ils avaient des grandes ambitions pour cette voiture. Ils voulaient l'inscrire dans le top 5 des ventes de SUV en Europe. Donc il faudra bousculer tous les modèles qu'on a
qu'on vient de citer. Donc ça va être un sacré challenge. Pour autant, le véhicule, il manque pas d'atouts, hein. Il a un style très dynamique. D'ailleurs là, on reconnaît tout de suite la parenté avec la Yaris. Idem avec le bandeau laqué de noir. Ça, c'est quelque chose de très sympa parce que ça permet d'étirer les lignes. On a aussi ce petit béquet qui dynamise l'ensemble. Contrairement à une Yaris, en fait, on a des passages de roue très carrés, donc ça donne un côté un peu aventurier. Avec là encore, je suis désolée Didier, mais des petits détails de finition qui sont pas forcément aussi bien léchés qu'on pourrait l'attendre d'un véhicule qu'on n'a pas croisé sur la concurrence, notamment ces petites... ce châssis en fait, Ah oui, oui, là. effectivement, là on voit qu'il n'y a pas de passage de roue, en fait, de billage de passage de roue. Par ici, on voit d'ailleurs l'échappement, on voit l'extrémité de la ligne d'échappement. Là, on voit les bras de suspension, on voit des fixations. Mais bon, ça permet aussi d'avoir un prix contenu, donc ça... Au final, le client, il a quand même un certain bénéfice. Ce qui est sympa aussi, c'est ce petit empiècement dans le bas de caisse, assorti à la couleur de carrosserie. Alors ça, c'est pas valable pour tous les modèles, parce qu'on a eu aussi à notre disposition un modèle rouge, où là, c'était gris métallisé. Là, c'est intéressant d'avoir les deux. D'ailleurs, on verra qu'à bord, il y a des surpiqûres et des éléments aussi dorés. Donc c'est sympa au niveau de la sellerie, au niveau de la planche de bord. Donc une personnalisation intéressante. J'en profite pour répondre à la question de Nicolas qui nous demande quelle est la taille des jantes en pouces. C'est du 18 pouces, cher Nicolas. Là, c'est la taille la plus grande en fait. Hein. On a la finition la plus haut de gamme sous les yeux. La finition première en 4 roues motrices. Avec un accès démarrage main libre sur cette... Oui, tout à fait, il y a un accès démarrage main libre. Et pareil à l'avant, des arches de roue carrées qui donnent vraiment un côté viril. Ce qui est sympa aussi, c'est le traitement des phares. Là, on n'est plus du tout dans l'esprit de la Yaris. Un museau tout arrondi. Ça rappelle vraiment les Toyota. Donc elle a une bouille plutôt craquante. Elle a un côté très sympa. Est-ce qu'on peut se refaire un petit point sur les motorisations, ouais. Didier, en fait, qui ne sont pas très nombreuses finalement? À la limite, on va ouvrir le capot. Ah ben, ouvrons le capot, allons-y. Nous sommes en live avec cette Yaris Cross, nouvellement arrivée sur le segment des SUV urbains. Alors, phare full LED, tout à fait. Phare full LED, oui, exactement. De série? C'est phare full LED? Ça, l'articulation de la gamme n'est pas encore connue. On n'a pas encore tous les équipements. En revanche, au niveau des motorisations, c'est simple. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Il n'y a qu'une seule motorisation hybride. Alors, sur d'autres consoles motorisation, c'est ce moteur hybride dont la puissance cumulée est de 116 chevaux, le même moteur que la Toyota Yaris. Donc c'est un 3 cylindres essence 1,5 litre qui développe 92 chevaux. Et on ajoute en fait un électromoteur, moteur électrique qui lui fait aux environs de 80 chevaux. L'ensemble développe 116 chevaux. Alors il y a aussi une version 4x4 avec un deuxième électromoteur au niveau du train arrière qui développe une faible puissance et d'une certaine manière en fait en 4x4 quand on met les deux moteurs électriques plus le moteur essence on est toujours autour de 116 chevaux. C'est pas le but d'avoir plus de puissance, c'est d'avoir un peu plus de motricité quand les conditions l'exige en fait. Finalement Didier, est-ce que c'est bien finalement par rapport à la concurrence? Est-ce que c'est un positionnement qui va permettre de rivaliser comme il faut? Alors, c'est un positionnement qui est parfaitement ciblé. D'ailleurs, on pense au Nissan Juke qui est aussi un concurrent qui lui pour l'instant offre un moteur essence qui fait 115 chevaux aussi. Donc c'est le cœur de gamme. Si on compare par exemple évidemment à Renault Captur qui va de 90 chevaux jusqu'à 160 chevaux sur la version hybride rechargeable, il ratisse beaucoup plus large. Potentiellement, il peut toucher davantage de clients. Mais là, Toyota, ils ont pris le parti pris d'être pragmatiques, de cibler le cœur de gamme. Et avec 115 chevaux, c'est parfaitement visé en fait. C'est la bonne chose en fait. Alors cher Gérald, je réponds à votre question, c'est sacrément le bordel sous le capot. Il faut savoir que nous avons sous les yeux une pré-série et donc elle n'est pas totalement finalisée comme elle le devrait. En fait. On n'a pas le cache moteur notamment, d'où voilà, peut-être ce sentiment d'avoir beaucoup de choses sous le capot. Mais logiquement, il y a un cache moteur qui vient coiffer le moteur. Et pour l'instant, en fait, c'est pas encore abouti, il n'y a pas encore les bons greinages, donc on ne nous a pas livré le véhicule avec le cache moteur. Est-ce qu'on peut se faire un petit rappel de prix, Didier, pour les nouveaux arrivants de notre live, cette Yaris Cross donc?
Alors la gamme de prix, elle sera comprise entre 25 000 et 34 000 euros. Donc si on prend par exemple le Renault Captur en hybride non rechargeable, on est dans une fourchette comparable. C'est vraiment ciblé, c'est bien ciblé en termes de prix. Et alors, on nous demandait si le véhicule était un traction, donc c'est une traction, effectivement, mais pas cette version-ci, qui est donc une 4 roues motrices reconnaissable. Avec ces éléments ici, en fait, on a des ajouts sur le bouclier, ici et ici. Et puis pareil à l'arrière, en fait, des éléments qui donnent un côté plus robuste, un peu plus viril, et qui renforce en fait son look d'aventurier. Sinon sur les côtés, il n'y a aucune distinction entre une version à 2 roues et à 4 roues motrices. Alors on nous demande s'il y a des aides sur ce véhicule. Malheureusement pas, ce n'est pas un hybride rechargeable avec une autonomie en 100% électrique, ça reste un hybride très classique comme c'est le fer Toyota. Tout à fait. On a quelques kilomètres en mode électrique, c'est de l'ordre de 3 à 4 kilomètres, mais pas davantage en fait. Il n'y aura pas de version hybride rechargeable, c'est pas la politique de Toyota, parce qu'après ça gonfle les prix de manière vraiment conséquente, et Toyota n'applique pas cette politique en fait. Comment vous le trouvez, vous Didier, ce Yaris Cross? Est-ce que c'est un véhicule qui, que vous avez trouvé sympathique, agréable? Vous avez d'autres concurrentes aujourd'hui ici à Grand Maison avec vous, donc est-ce qu'on peut avoir un premier ressenti de votre part par rapport à ce véhicule? Alors, pour nous, c'est pas vraiment une nouveauté parce que le véhicule avait été dévoilé de manière digitale il y a 1 an, donc on le connaît depuis 1 an. Par contre, c'est la première fois qu'on le voit en vrai, donc plutôt une bonne surprise. En termes de style, c'est intéressant, c'est dynamique. Il y a la calandre qui est très originale. Ça ressemble en même temps à la Yaris, mais c'est pas un copier-coller, donc évidemment tout l'esprit d'un SUV. Il a un look très sympa. Reconnaître, depuis quelques temps chez Toyota, on a fait de gros efforts en termes d'originalité, en termes de distinction, en termes de style, et c'est plutôt une bonne chose. Nous, il nous a fait une bonne impression. On a vraiment un véhicule sympathique. Alors je remercie Nicolas pour toutes ces questions, et il nous demande quand est-ce qu'auront lieu les essais sur route, donc ça doit être... Les essais, ça sera plutôt à l'automne, parce que la commercialisation du véhicule interviendra au mois de septembre. Donc c'est pas pour tout de suite, il faudra encore un peu de patience, et puis il faudra suivre tous les face-à-face qu'on va pouvoir faire aujourd'hui et dans les jours à venir en fait. Et un Yaris Cross GR, c'est dans les tuyaux? Alors on sait qu'au Japon, il y a une finition GR avec un kit carrosserie, avec des extensions d'ailes, avec des boucliers plus sportifs. Au Japon, ce kit-là, il n'aura pas vocation à venir en France. Et puis une Yaris Cross, c'est Gazoo Racing en fait, c'est ça? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Malheureusement, on aurait bien aimé, mais le marché est vraiment très limité. Il n'y aura pas de Renault Captur. Si, il y a le Ford Puma ST, je crois, qui fait dans les 200 chevaux, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Non, chez Toyota, la seule bombinette sportive, ce sera la Yaris et pas la Yaris Cross. Eh bien Didier, si vous avez terminé de nous présenter ce véhicule, qui on le rappelle donc est une Yaris Cross dans sa version hybride et qui sera commercialisée au mois de septembre. Nous allons vous laisser prendre votre pause déjeuner bien tranquillement. Nous allons en faire de même et nous allons continuer le travail autour de nos comparatifs, puisque nous avons pas mal de sujets à mettre en boîte aujourd'hui. On vous remercie encore de votre fidélité. On s'excuse une nouvelle fois pour les problèmes liés à la connexion au réseau. On le rappelle, on est au domaine de Grand Maison à Villepreux, qui est un domaine très sympathique, mais où effectivement, même le Wi-Fi a fait des siennes cette fois. Voilà, donc on espère vous retrouver très bientôt sur l'argus.fr. Merci beaucoup Didier. Merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques sur ces vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Et promis, on essaye de s'améliorer à chacune d'elles. Dans notre objectif, c'est vraiment de vous présenter les véhicules d'une manière différente, de vous faire le tour du propriétaire et de vous les présenter grâce à vos questions. Donc promis, on en refait d'autres très prochainement. Et d'ici là, on vous remercie et on vous invite à rester fidèle à notre chaîne, bien sûr. À bientôt. Salut.